Eh bien, bienvenue à cette nouvelle capsule de révision. Secondaire 1, module 4, la romanisation de l'Empire. Alors, sans plus tarder, attaquons-nous aux critères de sélection et les opérations intellectuelles. Dans la première partie, il va y avoir énormément de se situer dans le temps, se situer dans l'espace, donc se situer dans le temps, les fameuses lignes du temps, se situer dans l'espace, trouver où était l'Empire romain, qu'est-ce que était l'Empire romain, quoique ce serait établir un fait, mais c'est vraiment de situer l'Empire romain. Parlant de l'Empire romain, on va parler, ça va être établir un fait, on va dire l'administration centralisée, on va parler du culte de l'empereur, on va aussi avoir les mots importants, là, le Sénat, les consultes, les chevaliers, les tribuns le tribun de la plèbe. Alors, sans plus tarder, je vous laisse et on se revoit tantôt pour l'explication de la deuxième partie. Alors, encore une fois, c'est un départ pour notre capsule de révision. Comme à chaque fois, à chaque examen, nous avons une ligne du temps historique avec les périodes et les dates. Alors, à quoi ça ressemble? Nous avons ici la fameuse ligne du temps, toujours la même, avec les 5 périodes. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, temps moderne, période contemporaine. La préhistoire se divise en deux, la période nomade, la période sédentaire. Moins 10 000 ans, nous avons eu la sédentarisation. Si nous avons 3 millions à 3500, c'est la préhistoire seulement. Ensuite, l'Antiquité, naissance de l'agriculture, chute de l'Empire romain, que nous allons voir, voyez ici, chute de l'Empire romain, chute de l'Empire romain. Donc, l'Antiquité, divisée en 4 périodes. Dans ce cas-ci, nous sommes à Rome, c'est ce que nous allons voir un petit peu plus loin. Le Moyen-Âge, temps moderne, donc 1492 ici. Christophe Colomb, découverte de l'Amérique. 1789, Révolution française. C'est la ligne du temps historique. Lorsqu'on décroche l'Antiquité, voyez comme ça ici, on a nos 4 périodes. Nous sommes maintenant rendus à Rome, donc période de la colonisation, fondation légendaire de Rome avec Rémus et Romulus, qui nous amenait une monarchie, la République, 509, fin de la monarchie, début de la République, avec des consuls. C'est ici vraiment que Rome atteint sa plus grande expansion, sa plus grande puissance, son plus grand territoire. Je ne sais plus comment le dire, mais c'est comme ça. Alors, c'est sous Rome que l'armée, l'esprit conquérant, la puissance militaire va vraiment faire son œuvre. Nous allons avoir Jules César ici, qui s'est fait nommer dictateur à vie, toutes ses aventures en Gaule, son aventure avec Cléopâtre en Égypte, la révolte des sénateurs, son assassinat en moins 44, ce qui fait en sorte que c'est Octave, qui va changer de nom, qui va s'appeler Auguste, qui va venir régler tous ces problèmes-là avec les sénateurs, avec l'Égypte, Cléopâtre, Marc-Antoine, et il va devenir le premier empereur, donc l'Empire. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais à l'examen, oui, il faut savoir la ligne du temps ici avec les dates, mais en ce qui a trait à l'Empire, c'est vraiment ici moins 27 à 476. C'est vraiment ces périodes-là qu'il faut apprendre, ces deux dates-là qu'il faut savoir. Si on revient à notre plan de révision, voilà, nous l'avons ici, voyez, la ligne du temps de l'Empire romain seulement. Alors, c'est sûr que vous pouvez apprendre tout ça si ça vous intéresse, mais c'est vraiment ici, moins 27 à 476, l'Empire. Revenons ici. Carte de l'Europe avec des questions sur la grandeur et l'importance de l'Empire. Alors, ce qu'on a ici, si on s'en vient à la carte de l'Europe, voilà, ici. Donc, Rome aujourd'hui, c'est ici, avec la Sicile, avec ici l'île de la Sardaigne, parce que celle en haut, la petite île, là, celle-là ici, ça fait partie de la France, c'est la Corse, mais celle-là ici, la Sardaigne, fait partie de l'Italie. C'est l'Italie d'aujourd'hui.
Autrefois, l'Empire était tellement grand, hein, ça pouvait ressembler à, je vous montre ça, ça sera pas long. Voilà, donc l'Empire romain ici d'autrefois, vous voyez, c'était tout ça. Ça prenait une partie ici de l'Angleterre, les Pays de Galles, vous voyez ici la France qu'on appelait la Gaule, l'Espagne, l'Hispanie, le Portugal, la Lituanie, le nord de l'Afrique, ici une partie du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, et ici on a l'Égypte, excusez, j'avais un petit blanc. Ici, tout le Proche-Orient avec Israël, Jérusalem qu'on voit ici. Ça venait prendre une partie de la Turquie, ça revenait ici avec la Grèce, la Macédoine, et ça revient ici comme ça. C'était très, très, très grand. À l'examen, ce que vous allez avoir, je vous montre ça immédiatement si on revient ici. On a une question, pourquoi on s'est emparé de la Gaule? C'est à cause des grands champs, les grandes plaines, dans le but d'avoir une grosse production de blé. Le blé d'Égypte ici ne fournissait pas à nourrir tous les gens de Rome qui ne travaillaient pas, qui se faisaient nourrir. Alors on vient ici dans le but d'avoir des grands champs, des grandes plaines, dans le but de nourrir ici les habitants de Rome. Et pourquoi on s'empare ici de Carthage qui est en Tunisie ici? Ben, c'est parce qu'on voulait posséder, oui, on voulait se venger d'une défaite subie autrefois, mais en même temps, on voulait posséder toute cette mer-là que les Romains appelaient Mare Nostrum en latin, qui signifie notre mer. Donc, on voulait contrôler la mer. Alors, c'est des petites questions comme ça. Si on revient à notre révision. Qu'est-ce que l'administration centralisée? On a ça dans notre document. On s'en vient voir ça. Ça ne sera pas long. Nous avons ici l'administration centralisée. Une fois l'Empire fondé, l'administration de Rome va devenir très centralisée. Ce que ça veut dire, c'est que tout territoire conquis doit être approuvé par la capitale. Pas tout territoire conquis, mais tout ce qui se passe dans les territoires doit être approuvé par la capitale. L'empereur devait tout savoir, être au courant de tout ce qui se passait. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça l'administration centralisée. Tout doit passer par Rome. L'empereur est vénéré par le peuple. C'est comme un père protecteur, un chef militaire, un chef civil, un chef religieux. Alors, comme il est écrit ici, comme je viens de vous le dire, un père protecteur. C'était vraiment le culte de l'empereur. Les gens lui vouaient vraiment une admiration sans borne. On revient. Plan de révision. Ça va quand même bien, ça va quand même assez rapidement. Donc, culte de l'empereur. On a les mots importants. Donc, qu'est-ce que le Sénat? Le Sénat est l'endroit où la politique se faisait dans l'Empire. Donc, les sénateurs avec l'empereur. Les consuls, ça c'est autrefois, c'était dans dans la République, excusez, lorsqu'on avait 2 consuls. Tribun de la plèbe, un homme très important, très respecté par les sénateurs parce que c'est le représentant du peuple, donc des plébéiens. Et les chevaliers, il faut faire attention, c'est pas les chevaliers du Moyen Âge, c'est vraiment un titre honorifique qu'on donne à des personnalités importantes, souvent à des anciens généraux de l'armée. Alors, jusqu'à maintenant, ça va bien. Pour la deuxième partie, toujours dans les opérations intellectuelles, on va parler d'établir des faits. Encore une fois, on va parler des constructions, les institutions qu'on avait aussi à Rome. On va parler de la pyramide sociale, donc les groupes sociaux. C'est encore établir des faits. On va avoir des causes, par contre, aussi, par rapport à pourquoi les Romains acceptaient les habitants, pourquoi c'était important d'utiliser la même monnaie, d'utiliser la même langue, d'être un citoyen, dans le fond. Pourquoi c'était important? C'était pour les impôts. Et on va avoir des comparaisons aussi entre le régime impérial et le module 3 qui était la démocratie en Grèce. On va avoir des comparaisons aussi entre les droits et les devoirs du citoyen ainsi que les droits et devoirs des citoyens d'aujourd'hui au Canada et au Québec. Et on va terminer ça avec la naissance et la montée du christianisme. Alors, on se revoit pour la fin.
Construction et institution, donc on a des limes, routes romaines, insulés, aqueducs, thermes et latrines. Ça va être sous forme d'images. Alors, nous allons aller voir les images. C'est quand même relativement facile. Il faut associer l'image au bon terme. Allons-y. Alors, nous voici rendus. Les limes, qui sont les fortifications, donc c'est vraiment une muraille de pierre qui pouvait être de 7 mètres de haut par 3 mètres de large, qui délimitait vraiment l'Empire de l'extérieur de l'Empire. Et c'est pour ça que lorsqu'il va y avoir les invasions barbares un petit peu plus tard, qui va nous amener au début du Moyen Âge, on appelait ça ici le territoire barbare, parce que ça signifiait en latin, c'était barbaros, qui signifiait en dehors de l'Empire. Nous, barbares, on voit ça, des gros gars avec la barbe, les chapeaux avec des cornes. C'est le nom qu'on a donné, mais à vrai dire, c'est juste les habitants qui habitaient en dehors de l'Empire, donc les limes. Le bélier ici, arme militaire, à cause de la puissance et de l'esprit conquérant. La catapulte, tour de siège, c'est des choses qu'il faut savoir dans nos constructions. Il y en a d'autres, je m'en viens, ça sera pas long. Alors, nous avons les routes romaines. En temps de paix, les légionnaires construisaient des routes. C'est pour ça la fameuse expression « tous les chemins mènent à Rome ». Ça va être l'administration centralisée. Vu que tout devait passer par Rome, ben, les routes devaient aussi passer par Rome. C'était plus facile pour l'approvisionnement, pour le recensement, pour les produits qu'on allait chercher ou qu'on allait vendre dans les provinces conquises. Les insulés, donc insula lorsqu'il y en a rien qu'un, insulé quand il y en a plusieurs, c'était dans le but de loger les habitants de la plèbe, donc les gens du peuple, comme on l'a dit tantôt. Étant donné que les gens ne travaillaient pas, ben, l'empereur a dû faire construire des insulés qui, dans le fond, sont l'ancêtre des blocs appartements. Par contre, ils ont oublié d'y aller avec les mesures d'hygiène. Fait que ce que ça a donné, regardez, ça a donné qu'on a dû construire des latrines. Les latrines qui, en bout de ligne, sont des toilettes que les gens de la plèbe qui habitaient les insulés devaient utiliser. On s'en vient ici comme ça, regardez. Donc, c'est sûr que les riches patriciens ou les sénateurs vivaient dans des villas qu'on appelait des domus. Mais les gens du peuple, les plébéiens, utilisaient les latrines ici comme ça. On n'avait même pas d'eau qui amenait à la ville, alors on est allé avec des aqueducs qui amenaient l'eau jusqu'aux fontaines ou jusqu'aux puits. Alors encore une fois, les plébéiens allaient chercher l'eau aux fontaines qui étaient amenées par les aqueducs. Ensuite, toujours dans les mesures d'hygiène, les thermes qui sont des bains publics, c'est sur l'autre page ici, vous voyez, termes d'autrefois, question de se laver un peu. Et aujourd'hui, ben, pour le plaisir, on en a aussi au Québec, là, on appelle ça plus des bains thérapeutiques, des spas. Mais eux, c'était vraiment des thermes. Alors, termes d'autrefois, vous voyez, il y a des touristes là, qui viennent voir ça. Là, c'est sûr que l'eau est sale. Ça arrivait aussi que l'eau était sale. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vidaient les thermes et les gens venaient ensuite se baigner à nouveau. Alors, ici, on a les questions. Donc, pourquoi les routes? Qu'est-ce que les insulés? Deux constructions, les thermes et les latrines, ainsi que aqueducs. Si on revient ici, vous voyez, on a tout ça. Pyramide sociale avec les groupes sociaux à identifier et à placer. On en a parlé beaucoup. Alors, si j'y vais de haut en bas là, pour faire ça vite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'empereur. Ensuite, les sénateurs, les patriciens. Donc, les sénateurs et les patriciens, c'est un peu la même chose. Là, souvent, les patriciens étaient des familles riches qui se nommaient des sénateurs. Ensuite, nous avons le peuple, donc les plébéiens. Ensuite, les immigrants qui sont les pérégrins. Ensuite, nous avons les affranchis, des anciens esclaves libérés. Et ensuite, les esclaves. Alors, il va falloir les placer dans une pyramide vierge et être capable d'identifier qui est qui. Pourquoi Rome accepte-t-elle les habitants des provinces conquises comme nouveaux citoyens? Ben, c'était pas juste pour être fin.
c'est que ça leur faisait des impôts de plus. Alors, ça leur faisait plus d'argent dans le trésor royal. Comment la démocratie athénienne avec le régime impérial de Rome, il faut comparer ça. Alors, c'est facile. Démocratie athénienne, ça le dit. Ce sont des gens qui étaient élus, qui étaient choisis par le peuple dans le but de prendre des décisions, alors que le régime impérial, c'est de père en fils, c'est un empereur. Nous avons aussi la naissance et la montée du christianisme. Alors, on a ça ici, bougez pas. Alors, on a ça ici, on dit que Rome a été fondée par une monarchie. Au départ, il y avait plusieurs dieux et déesses, c'est donc une société polythéiste. Avec le temps, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus-Christ, personnage historique, avec ses apôtres, on va en voir la naissance du christianisme, ainsi que la montée, tellement que Rome va se voir être dans l'obligation de reconnaître cette religion. C'est ce qu'on va faire en 313 avec l'édit de Milan. Pas besoin de retenir la date, là, mais de retenir qu'éventuellement, on va tolérer cette religion-là. Et ça va tellement se développer qu'en 380, l'empereur Théodose va reconnaître le christianisme comme religion officielle. Ensuite, c'est des petites questions de logique, donc les droits et les devoirs des citoyens de l'Empire par rapport aux droits et devoirs des citoyens du Canada. Alors, on s'en va voir ça. Nous voici rendus. Les droits et les devoirs. L'Empire romain est très vaste, mais les gens devaient se conformer à plusieurs règles. Ils devaient, entre autres, donc les devoirs, apprendre la langue latine. Tout le monde devait parler la même langue, qui était la langue officielle de l'Empire. Utiliser la même monnaie dans les échanges. Payer des impôts à Rome. C'est pour ça qu'on leur accordait le droit de citoyenneté, comme j'ai dit tantôt. Se présenter au recensement pour être sûr de savoir comment il y avait de monde dans l'Empire, être capable de gérer la population et par le fait même être capable de savoir à qui collecter des impôts. Et obéir aux lois des 12 tables, qui est un code de loi instauré dans l'Empire. On a vu dans le chapitre 2, le module 2, le code d'Hammurabi, en Mésopotamie. Ici, c'est le code des 12 tables. Alors ça, c'est ce qui se passait à Rome. Lorsqu'on parle ici maintenant, comparé avec le Québec, le Canada, donc les gens doivent parler le français au Québec. La langue officielle. Donc, on a des lois qui favorisent l'éducation en français. Utiliser la monnaie. Donc, nous, c'est le dollar canadien. Payer des impôts. Hein? On doit aussi s'identifier. Donc, on n'a pas à se déplacer. Maintenant, ça se fait lorsqu'il y a des élections, mais c'est le recensement. On a ça aussi. Et, bien sûr, il faut respecter les lois. Donc, ce sont nos devoirs. Les droits que les Romains avaient, de se marier, posséder une terre, avoir le droit de voter dans leur curie, ici, qui étaient des districts, et le droit de porter plainte et d'avoir un procès juste et équitable. Alors, si on compare avec le Canada et le Québec d'aujourd'hui, le mariage n'est pas obligatoire. On peut vivre ce qu'on appelle un concubinage, mais c'est un droit. Posséder une terre, là, écrivez-moi pas posséder une terre, ça c'était chez les Romains, mais on a le droit d'avoir une propriété, donc ça peut être un appartement, un condo, une maison aussi. Les gens ont le droit de voter lorsqu'ils arrivent à 18 ans et plus. Et on a aussi le droit de porter plainte et d'avoir un procès juste et équitable. Alors ça, c'est les petites comparaisons. Et voyez ici ce que je vous disais tantôt, là, dans le droit d'être citoyen, là, donc le traité qui accordait la citoyenneté romaine aux habitants, c'était vraiment dans le but d'augmenter les impôts. Revenons au plan de révision, déjà fini. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ne pas oublier les questions sur les modules 1, 2 et 3. Donc, ici, préhistoire, ici sur Mésopotamie, Égypte, et ici sur la démocratie à Athènes, et toujours nos fameuses connaissances générales de la carte du monde et du Canada. Voilà! Et encore une fois, c'est terminé. Alors, j'espère que ça vous a aidé ou que ça va vous aider. Alors, lâchez pas, module 4, il faut travailler fort, vous êtes bon, vous êtes capable. Bye bye.